Bienvenue sur Vitamine B, le podcast de Bartol qui explore des thématiques liées à la transformation des organisations et à leur adaptation aux enjeux du monde moderne. Dans notre série Hémisphères croisés, nous explorons, au travers d'un dialogue alliant science et business, la manière dont l'intelligence artificielle transforme notre cerveau et nos comportements. Je suis Margot, directrice chez Bartol, et au quotidien, je travaille avec des entreprises qui essayent de comprendre les impacts de ces technologies sur leur métier, leurs équipes et sur eux-mêmes. Pour ces premiers épisodes, je partage le micro avec Jean-Pierre. Il est neurophysiologiste et a passé sa carrière à étudier la manière dont notre cerveau fonctionne, ce qui nous pousse à agir et à décider. Nous sommes père et fille, deux regards, deux générations, deux approches. Ensemble, nous vous proposons de croiser nos points de vue sur des questions qui seront déterminantes pour demain. Pour ce premier épisode, nous nous interrogerons sur la relation entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Alliée ou rivale, l'intelligence artificielle rendra-t-elle notre intelligence obsolète ? Bien, donc la question est tout de suite, assez convenue, c'est qu'il y a une confusion. L'intelligence artificielle n'est pas de l'intelligence. Si on entend par intelligence l'intelligence humaine, hein, c'est-à-dire le fonctionnement du cerveau qui est à l'origine de notre pensée, hein, comment on peut définir l'intelligence humaine? La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de définition d'intelligence humaine. Il y a autant de définitions qu'il y a de philosophes, de psychologues, et cetera, et pourtant tout le monde a l'impression de savoir ce que c'est que l'intelligence. Alors on va essayer quand même de le définir. Alors la première chose, ce que n'est pas l'intelligence, je vais commencer par le plus convenu, c'est le quotient intellectuel. On voit ça toute la journée, tout le monde parle du quotient intellectuel. Heu, En tout cas, c'est une mesure pratique qui permet de comparer ou en tout cas de se situer par rapport à un échantillon. donc je vais analyser. On utilise habituellement ce qu'on appelle le VISC. Il y a eu plusieurs, psychométries. La plus récente, c'est le VISC-5 qui va donner un QI général, hein, et qui va donner des chiffres, qui va mesurer des aptitudes, 5 aptitudes, du fonctionnement cérébral. Donc ce que mesure le QI, c'est essentiellement, j'allais dire, nos capacités, logico-mathématiques. Donc c'est qu'une partie, qu'une toute petite capacité de l'intelligence humaine. Mais tout le monde peut bien voir qu'il y a autour de nous des gens qui ont des QI très élevés, qui passent, pour des surdoués, puisque c'est maintenant comme ça qu'on les appelle. Ça ne les empêche pas d'être des idiots, des sots, S-O-T, et je pourrais y revenir sur certains des grands défenseurs créateurs de l'IA. Alors, pour Gide, par exemple, l'intelligence humaine, c'est la capacité à s'adapter, hein, qui est des prix Nobel de littérature, mais qui est repris par d'autres philosophes, c'est la capacité de s'adapter. La capacité de s'adapter, ça existe à tous les niveaux de notre organisme. C'est-à-dire cette capacité d'adapter existe au niveau des cellules, des neurones, au niveau de l'individu lui-même dans la société et de la société. C'est ce qu'on appelle l'homostasie, c'est-à-dire de se réguler le plus finement possible pour être adapté à l'environnement, hein. Donc l'intelligence, donc difficile à définir, et je vais vous lire un petit texte, ce qui est pour moi la représentation de l'intelligence. Alors je vais vous demander de bien retenir ce texte parce que je vais m'en servir comme point de référence quand je vais analyser l'intelligence artificielle à plusieurs reprises. Alors ce petit texte, je le tire d'un livre de Jacques Bouvresse. Alors Jacques Bouvresse, pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas qui c'est. C'est un philosophe, qui a été professeur qui a été professeur à la Sorbonne. C'est un spécialiste, de l'école philosophique, viennoise, notamment d'un philosophe viennois qui s'appelle Wittgenstein, qui réfléchit sur les sciences, le langage, et cetera. Et il a écrit un petit livre sur son ami Pierre Bourdieu qu'il a appelé «Bourdieu, savant et politique». Il débute ce texte, je vais vous le lire, parce que ça définit bien pour moi, ce qu'est l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, c'est pas un état, c'est un processus, hein. On n'est pas toujours intelligent. Dans tout ce que je vais vous dire, il y aura pas que de l'intelligence, il y aura probablement des stupidités. Donc c'est un processus plus qu'un état. Alors, Jacques Bourrès écrit: «Chomsky dit avoir entendu souvent une objection qui consiste à lui faire remarquer qu'il est impossible de croire à tout ce qu'il affirme. Cela va en effet la plupart du temps à l'encontre de ce que l'on a appris et toujours cru. Il y a très peu de gens qui aient le temps et les moyens de déterminer si c'est vrai. La réponse
qu'il donne à l'objecteur, qui demande: «Comment savoir ce que vous dites est vrai?» et bien ainsi qu'il espérait le voir réagir. C'est la réaction raisonnable. Je réponds que c'est la bonne. Vous ne devez pas croire que ce que je dis est vrai. Les notes sont là et vous permettent de vérifier si tel est votre désir, mais si vous ne voulez pas vous en donner la peine, rien n'est possible. Personne ne versera la vérité dans votre cerveau. En clair, et qu'est-ce qu'on doit retenir de ce passage en une idée? En une idée, c'est qu'il faut refaire le raisonnement, vérifier les sources et je vais en venir parce que je vais parler de l'IA et ça va être le fond du problème. Donc aujourd'hui, donc toi, ta définition de l'intelligence humaine, en tout cas si on doit en retenir une, c'est que c'est un processus Mmh. et c'est notre capacité à nous adapter à notre environnement. Voilà. Et donc par rapport à l'intelligence artificielle, Alors, revenons sur l'IA. Alors l'IA, d'après ce que j'ai compris, je ne suis pas un grand spécialiste, je ne suis pas un mathématicien, je suis neurophysiologiste. Mais d'après ce que j'ai compris de l'IA, alors il y a 2 grands modèles d'IA. Il y a des IA, qui essayent de simuler le fonctionnement du cerveau, les réseaux neuronaux et il y a l'IA générative. Donc c'est les 2 grands un peu les 2 grands modèles. alors l'IA générative et a abouti grâce aux nos réseaux de neurones, c'est une des IA qui est possible grâce aux réseaux de neurones. Très bien. Donc je reviens sur l'IA. D'abord, l'IA, c'est pas de l'intelligence. C'est à mon avis, c'est un terme qui est apparu dans les années 50. C'est d'abord du marketing, hein. C'est d'abord du marketing et je vais revenir. Donc, si on je vais me servir pour mon raisonnement surtout de l'IA générative qui est la plus communément utilisée et ce dont on pense quand on parle de l'IA actuellement. Alors l'IA générative, d'après ce que j'ai compris, c'est finalement des textes, des images qui vont être créées à partir, d'occurrences statistiques à partir du langage. Mmh. C'est-à-dire qu'elles sont entraînées sur des masses de données. Donc le premier problème qui se pose, à l'IA, c'est ces données. C'est quoi ces données? Elles viennent d'où? Ces données sont forcément des données créées par l'homme. Bah, ça a été une des problématiques, d'OpenIA, hein. C'est-à-dire qu'ils ont entraîné avec internet et puis finalement ils se sont rendus compte que les sources de données étaient faibles et répétitives, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ils achètent en masse, du contenu, par exemple, OpenIA a un partenariat avec Le Monde, pour, avoir des articles, pour nourrir, l'intelligence artificielle, Je reviens au texte que je vous ai lu, il faut toujours critiquer les sources, toujours revoir les données pour vérifier leur vérité. Sinon, l'IA, d'après ce que je vois, est complètement polluée, par des données fausses et comme si ces données fausses l'emportent sur les données vraies, sur la vérité, comme finalement on obtient une moyenne statistique, elles vont écraser la vérité. C'est un peu ce que je crains parce que pour un physiologiste, un neurophysiologiste, c'est quoi un homme? C'est quoi un être humain? Un être humain, il va percevoir pour agir. Peut-être qu'on y revient, on reviendra quand on parlera des fonctions du cerveau. On perçoit pour l'action. D'accord? Donc la perception est importante. L'IA ne perçoit pas. L'IA, elle traite des données qui ont déjà été traitées. aujourd'hui elle ne perçoit pas, mais des acteurs comme Elon Musk, réfléchit aujourd'hui pour que, des IA aient des capteurs et puissent capter l'information en temps réel et s'adapter au temps réel à son environnement. C'est le cas par exemple pour les voitures autonomes. Effectivement, mais il faut qu'elle perçoive l'environnement, mais cet environnement est perçu uniquement dans un but utilitaire pour une action. Nous, on perçoit notre environnement pas seulement pour agir bien évidemment, mais notre action est multitâche. On est obligé d'agir dans de multiples domaines et elle se fait pas par rapport à une moyenne. Ah, si on prend ton collègue, Stanislas Dehaene, dont je conseille le livre qui s'appelle «Apprendre», il dit que finalement, apprendre, bah, c'est raisonner en étant un bon statisticien. Finalement, on fait des statistiques aujourd'hui, sans s'en rendre compte, pour, prendre des décisions et justement, bah, quand on perçoit, pour agir. Finalement, sauf que notre cerveau, on le fait, sans qu'on s'en rende compte. Et l'IA finalement, c'est un peu pareil parce que l'IA aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on reproche, c'est une boîte noire. Les paramètres qu'elle choisit, pour te répondre, finalement, on ne sait pas exactement, ce qu'il y a derrière. Mais finalement, si on fait le parallèle avec l'homme, nous, c'est un peu pareil. Parfois, on va agir et on ne sait pas exactement pourquoi on a agi de cette manière. Non, alors
Je vais revenir là-dessus, je vais revenir sur l'action chez l'homme, sur la physiologie de l'action, sur comment ça s'organise. Donc il y a non, c'est pas une boîte noire. Il y a des informaticiens et Musk, d'après ce que j'ai compris, est un informaticien à la base, qui vont coder, qui vont utiliser des algorithmes et c'est vrai que le raisonnement humain utilise des algorithmes. Les algorithmes, c'est pas nouveau, ça date pas de l'IA, hein, mais il va coder et ce codage n'est pas innocent, d'accord? Il se fait sur des données Ah, ce heu, qui n'est pas innocent, qui ne c'est sont pas évidemment validées. les sources que tu lui donnes et puis après, évidemment, tu as un champ d'action pour, entraîner, la machine, pour qu'il donne, telle ou telle, direction à une question. Justement, le premier élément, je reviens à mon petit texte, c'est la validité de ces données. Est-ce que ces données sont vraies? Ou est-ce qu'elles sont fausses? Qu'est-ce que c'est que ces données? Donc, il y a déjà pas de raisonnement. Moi j'ai compris qu'il prend tout, hein, et j'ai vu qu'après, l'homme réintervient parce que, il va trier, il paye des gens pour trier les réponses entre celles qui sont absurdes, Oui, heu, donc, l'homme intervient à l'entrée, il intervient à la sortie où il retrie et puis il y a des algorithmes faits par des informaticiens. Il n'y a pas plus créé par l'homme que l'IA. L'IA est une simple création du cerveau humain. On revient dans ce vieux débat entre Piaget et Russell. Alors, je ne sais pas si que les gens qui s'intéressent à ça iront revoir ce débat. Ce débat, Russell, donc, je ne sais pas si j'explique, je ne sais pas si vous allez retenir ça. Russell, c'est un philosophe britannique qui a eu une grande importance. Il travaillait sur l'épistémologie. Il pensait qu'il y avait une logique objective en dehors du cerveau qui était au-dessus du fonctionnement cérébral et Piaget a soutenu que la logique n'était simplement que le miroir de notre pensée. Donc on voit bien que l'IA à tous les endroits à tous les niveaux est créée, nécessite l'intervention de l'homme. Pour l'instant, il n'y a pas d'IA autonome. pour l'instant, mais une fois que l'IA est programmée, elle est capable aujourd'hui de réaliser un certain nombre, d'actions, mais à partir, voilà, de données et Mais à partir de d'actions de quoi? l'homme. Oh, je suis d'accord, mais à part de quoi? Il y aura toujours quelque part la trace d'un homme. Ce que je crains, c'est que ces hommes-là, justement, on ne verra pas, vont atteindre vont avoir une position risquent d'avoir une position parce qu'ils vont apprendre, on va revenir là-dessus, à ils vont apprendre à l'homme, l'homme ne va plus penser, il y aura une machine qui va penser pour lui. Il va simplement avoir rentré le prompt, c'est-à-dire faire des questions, hein, qui sont déjà, plus ou moins un biais lié à sa personnalité. Il va faire des questions, quelque chose, une boîte noire pour lui aura pensé, il va recueillir le résultat, mais quel résultat? Il faut qu'on revienne là-dessus. Je veux dire, c'est très important pour tous les gens qui ont à prendre des décisions et qui vont se servir de l'IA. Parce que l'IA, c'est un outil, mais c'est un outil comme la machine à tisser, comme, et j'y reviendrai après parce que c'est important dans le fonctionnel, comme par exemple la lecture. Enfin l'écriture, je veux dire, l'écriture pensée. L'écriture, c'est quoi? L'écriture alphabétique, quand elle est apparue au, 8e siècle avant Jésus-Christ, au 8 ou 9e siècle, avant Jésus-Christ, ça a profondément marqué, le cerveau humain, ça l'a transformé, mais d'autre part, c'est déjà une mémoire artificielle. C'est une mémoire en dehors de notre mémoire, hein, tu vois ce que je veux dire? On L'homme avait déjà créé une mémoire artificielle qui a eu des conséquences. Oui, ça on consacrera un épisode, à la mémoire et à la prise de décision. Si on revient un peu sur notre définition, de l'IA versus, l'intelligence humaine, finalement donc aujourd'hui l'IA on peut dire qu'elle dépasse déjà un certain nombre de nos capacités cognitives, notamment en termes de vitesse d'analyse, de capacité de traitement, puisqu'elle est capable de traiter un très gros volume de données en très peu de temps, ce que n'est aujourd'hui pas capable, de faire, l'intelligence humaine. Comment tu est-ce que tu penses que finalement, l'IA, ça va nous aider aussi à mieux comprendre nos limites cognitives? Et est-ce que tu penses on va se faire dépasser ou pas? Alors, je vais revenir sur un point de ce que tu dis, la vitesse. C'est intéressant parce que le la notion de vitesse, c'est une notion importante dans la physiologie du fonctionnement du cerveau. C'est important que les gens comprennent ça. Ça évite non, non, mais c'est important parce que dans le cerveau,
il va y avoir 2 systèmes d'action. Il va y avoir un système dit rapide, c'est-à-dire immédiat, on voit bien au niveau de la motricité, on va tout de suite agir à partir de croyances, de biais. C'est une réponse très rapide qui ne demande pas de réflexion et qui peut être vraie, qui peut être faux, qui peut être bonne, qui peut être mauvaise, peu importe. D'accord? Et puis, il y a un système de réflexion, il y a un système qui est beaucoup plus long, qui entraîne la mise en jeu de plus de structures, notamment de la région préfrontale, où on va faire une analyse, on va comparer, on va déstructurer l'information, on va faire tout un travail d'analyse pour donner une réponse. Et la réponse va être plus lente, bien évidemment, mais elle a plus de chances, et c'est là que se fait le fameux QI, les réponses logico-mathématiques, elle a plus de chances d'être de l'ordre de la vérité que la réponse rapide. Donc une réponse rapide ne dit pas forcément que ça va donner quelque chose d'intéressant et surtout de vrai. Mais tu vois, par exemple, si on transpose, à l'univers médical, sur, les diagnostics, sur l'analyse des radios. On sait que l'IA est particulièrement, bonne. Elle va être meilleure, qu'un radiologue et donc elle permet finalement, aux radiologues d'aller plus vite et de mieux détecter, d'être plus précise dans la détection, des tumeurs, par exemple. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un outil dont il faut bien cerner l'utilité. C'est-à-dire en médecine, d'abord la base de données, ça va être des textes scientifiques, des trucs, des données scientifiques validées. Il va pas faire, sa réponse à partir de ce qu'il va trouver sur les réseaux sociaux, notamment, aux États-Unis sur les influenceuses qui critiquent les vaccins. Donc déjà, l'IA est un excellent instrument à partir du moment où on a défini les données qu'on veut interroger et qu'on est sûr de la validité, enfin d'une certaine validité de ces données. Dès qu'on s'écarte de ça, c'est pour ça que avant même qu'on parle de l'IA, j'ai vu des systèmes qui utilisent l'intelligence artificielle extrêmement performants pour les diagnostics, plus performants d'ailleurs que l'homme, mais ça implique les données, ça implique que la construction des algorithmes aussi répondent à certains critères, et donc on va obtenir une réponse. Mais si on ne remplit pas ces conditions, ça peut être n'importe quoi. Du coup, tu es quand même d'accord que, sur les diagnostics, liés à l'analyse des radios, l'intelligence artificielle fait mieux que la majorité des radiologues? Ah oui, mais il n'y a pas que les radios, il y a tous elle fait mieux pour tous les diagnostics médicaux. Il y a eu des études qui ont été faites, c'est nettement supérieur à l'homme parce qu'elle peut screener un grand nombre de revues scientifiques et de faits qu'il est beaucoup plus difficile pour un être humain de faire. Tu vois ce que je veux dire? Son principe même la rend supérieure. Finalement, elle nous dépasse déjà sur certaines capacités. Oui, enfin, je ne sais pas si c'est une capacité humaine, d'être médecin, ça reste à définir, mais c'est pas un signe d'intelligence. Heu, enfin, voilà. Bien sûr, enfin, tout dépend de tes bases de données et si tu peux screener une plus grande base de données qu'un être humain validé, tu vas obtenir des réponses, parfaitement pertinentes. C'est pour ça que je te reviens à ce que je dis, c'est un outil. C'est un outil dont il faut bien comprendre les limites et ce qu'on peut en attendre comme réponse qui peut nous aider dans la vie quotidienne. Mais ça peut certainement pas être un instrument pour faire une psychothérapie comme ces réseaux, ces chatbots, je crois que ça s'appelle conversationnels, comme Replika, où là, on aboutit dans quelque chose de dangereux, pour y revenir éventuellement, à une perversion de l'IA. Pourquoi tu penses que c'est une perversion de l'IA? Alors, c'est basé d'abord. C'est pas basé sur n'importe quoi, ça vient de la psychologie, de Carl Rogers, hein, donc qui se veut empathique. C'est-à-dire, c'est une psychologie positive. C'est-à-dire que tu dois entendre le sujet sans porter de jugement, avec un esprit empathique. Donc, C'est déjà d'ailleurs comme ça que répond ChatGPT. Il est programmé beh, oui, pour, mais le problème, c'est que ces réseaux vont trop comme tu vas les programmer avec ton image, avec, ta pensée et cetera, ils vont utiliser ce que tu as écrit, ce que tu penses et cetera.
tu vas discuter avec toi-même finalement. Elles vont te renvoyer une image de toi-même, celle que tu veux. Mmh. Donc c'est quelque part quelque chose de narcissique et le sujet, on risque de désociabiliser les sujets parce que la société, c'est quoi? C'est une vie de relation. Je veux dire, oui, il y a tout un tas de philosophies, tout un tas de concepts qui opposent l'individu à la société. C'est pas vrai. L'individu n'est qu'en société. Il n'y a pas d'individu hors de la société. Pareil, la société, ben évidemment, c'est une appellation est constituée d'individus. Mais l'individu n'existe pas en dehors de la société. Nous sommes, tu vois ce que je veux dire? Et si on met le sujet à sa propre image qui renvoie en permanence, c'est une sorte de narcissisme, qui va se renforcer et qui va se renforcer au fur et à mesure parce que ça fonctionne toujours. On va aboutir à des phénomènes, dramatiques, hallucinatoires et délirants des sujets. Pourquoi hallucinatoire et délirant, à Parce qu'ils force vont se ils vont en d'être finir renforcé dans son ego, ils vont s'entendre parler et ça va devenir une hallucination, ça va plus avoir de rapport avec la réalité. parce qu'ils parlent avec eux-mêmes, hein. C'est ça que Ben tu voilà, voilà. d'autres réalités, c'est être confronté à quand je discute avec toi, on n'est pas forcément d'accord, c'est quand même de s'engueuler. La vie sociale, c'est pas être d'accord avec son individu, la vie sociale, c'est de vivre en société, c'est de pas être d'accord, de s'engueuler, d'avoir des colères, et cetera, d'avoir des émotions. Une des éléments importantes de l'intelligence humaine, c'est l'émotion. Je vais pas parler de l'émotion dans les apprentissages, mais les émotions dans l'apprentissage, la motivation, la curiosité, le doute, le regret, c'est extrêmement Et ça, important. ça ne sera jamais artificiel. L'IA n'a pas d'émotion. L'IA traite des choses, n'a pas de sens. Elle ne comprend pas le sens de ce qu'elle fait. Elle ne comprend pas le sens de ce qu'elle vous répond. La signification lui échappe complètement. Et il n'y a pas d'émotion. Bien Après, sûr, elle tu pourra peux. imiter les émotions et nous faire croire qu'elle comprend nos émotions Bah, alors c'est ce qu'en qu'elle fait. fait, Dans ses réseaux, elle limite nos émotions. Mais c'est très embêtant parce que c'est profondément narcissique et il est à craindre que les résultats soient un peu compliqués pour notre société à gérer. Ça va renforcer l'isolement des sujets. une dernière question pour finir cet épisode. Comment, comment gérer justement, l'IA versus l'intelligence, humaine? Heu, Comment on peut organiser cette, complémentarité, pour que ça reste sain pour notre société? Alors c'est une question vaste. Eh ben, la première chose, il faudrait pas que l'homme arrête de penser et perde la capacité de penser. Je reviens à mon petit texte, hein, je vous invite à le relire ce petit texte parce qu'il est très important. Si l'homme perd la capacité de penser par lui-même et qu'il délègue ça à une machine, le problème, c'est qu'on risque d'aboutir à une société fracturée entre quelques individus comme moi qui garderont cette capacité d'analyser ou qui créent ces IA qui vont manipuler et dominer une masse de gens, heu, Après, est-ce que c'est pas déjà le cas? Je veux dire, avant, il y avait d'autres moyens de domination. Il y a eu internet, il y a les réseaux sociaux actuellement et maintenant c'est l'IA. C'est pour ça qu'il y a des milliards, je suis d'accord avec toi, mis mais sur la table. l'IA n'est pas indépendante de l'apparition du smartphone et des réseaux sociaux. Mmh, Tout ça, c'est lié, bien hein. sûr. Je veux dire, tout ça, c'est lié et tout ça, c'est les mêmes sociétés, c'est les mêmes esprits, c'est les mêmes individus qui sont derrière. Donc, il faut bien comprendre que, les réseaux sociaux sont l'exemple même de la perversion. De d'un moyen qu'on pensait que ça serait un moyen de diffusion de la connaissance et de discussion entre les individus et on voit ce que c'est devenu, Ah, c'est peut-être pas aussi tranché, on va dire que pour une majorité de gens, peut-être que voilà, mais ça a quand même écoute, permis la diffusion de savoir dans le monde. oui, mais le livre aussi permet la diffusion de savoir. Beh, c'est Deuxièmement, juste un autre média. regardons l'effet de certains réseaux sociaux sur les enfants et les adolescents. Il ne faudrait pas que l'IA ait le même processus chez, la classe intellectuelle, moyenne et inférieure dans ce pays. Bah, sûrement que ça va être la suite, finalement. Bah, il faut lutter contre ça et espérer que non. Espérer que ces gens-là comprennent bien les limites de l'IA et l'utilisation de l'IA comme un outil Mmh, et pas comme un ami. très bien. Je pense qu'on va conclure, ce podcast, sur ça. Merci d'avoir suivi ce premier épisode d'Hémisphères croisés. On l'a vu, l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle ne jouent pas dans la même catégorie, mais elles vont devoir cohabiter. Si l'IA ne pense pas comme nous, peut-elle, malgré tout, reprogrammer notre esprit? C'est le sujet de l'épisode 2.